En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe, se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII.
Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée aux voiles pourpres et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. Je voudrais t'emmener dans un endroit qui semble être hors du commun. La vie à l'intérieur de cette grotte a été isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Tu peux d'ailleurs t'en rendre compte par toi-même. En raison d'un isolement aussi long, les conditions à l'intérieur de la grotte de Mauville sont inégalées sur notre planète. On y trouve un écosystème exceptionnel, même si la lumière du soleil manque cruellement à l'intérieur de la grotte et que l'air y est toxique. La grotte, située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire en Roumanie, a été découverte pour la première fois en 1986. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. De plus, les cavernes centrales sont gardées naturellement par d'étroits tunnels de calcaire et des puits verticaux. Si tu es claustrophobe, tu ferais mieux de ne pas entrer dans cet endroit. Dans les profondeurs de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. En revanche, il renferme beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Ce n'est donc pas l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la caverne. Mais malgré, ou plutôt grâce à, ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. Il est surprenant de constater que la vie semble y être en plein essor.
Lors d'une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces, dont 33 étaient propres à la grotte. La plupart des créatures qui peuplent la grotte sont minuscules, avec de longs membres et des antennes qui les aident à se diriger dans l'obscurité. Ces créatures sont incapables de voir et n'ont pas de pigments, et c'est logique. Pourquoi avoir besoin de voir si l'on vit dans l'obscurité totale? Et pourquoi avoir besoin d'être beau et coloré si personne ne peut vous voir? Je vais maintenant te faire découvrir une autre grotte, qui n'est pas moins étonnante, mais dont l'aspect est très différent. Il s'agit de la grotte des cristaux géants, ou grotte des cristaux, au Mexique. Ces cristaux gigantesques ont été découverts en 2000 par une société minière après que l'eau a été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont vu les cristaux après avoir pénétré à pied dans la grotte asséchée. Ces cristaux impressionnants sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Ils sont ancrés dans les murs et dans le sol de la grotte brûlante. Les scientifiques estiment que les cristaux pourraient avoir poussé pendant un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges que l'on peut marcher dessus. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à la base, a été poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de l'eau a fini par descendre en dessous de 58 degrés Celsius. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules devenaient petit à petit du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte. Et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. Il n'est pas nécessaire de s'envoler dans l'espace pour observer un trou noir de plus près. Des scientifiques ont trouvé quelque chose de très similaire au trou noir dans l'océan Atlantique Sud. L'attraction gravitationnelle d'un trou noir est tellement énorme qu'une fois que quelque chose est attiré à l'intérieur, il n'a aucune chance de s'en échapper. Même la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Les trous noirs océaniques semblent presque aussi puissants que leurs homologues de l'espace. Mais au lieu d'attraper la lumière, ils font de même avec l'eau. Les tourbillons océaniques sont des tourbillons massifs qui tournent à contre-courant. Ils brassent généralement des milliards de tonnes d'eau, et la plupart d'entre eux sont plus grands qu'une ville. Ces tourbillons sont si puissants que rien de ce qui est piégé par eux ne peut s'échapper. Mais le plus effrayant, c'est que tu risques de ne même pas remarquer que tu te diriges vers l'un d'entre eux. Ces choses sont si énormes que tu n'en verras les limites que lorsqu'il sera trop tard. Lorsque les scientifiques ont commencé à explorer les tourbillons océaniques à l'aide de satellites, ils ont découvert les limites de plusieurs tourbillons. Ils ont ensuite réussi à prouver que, mathématiquement, ces tourbillons sont identiques aux mystérieux trous noirs de l'espace. Les tourbillons massifs sont entourés de barrières très étanches, où les fluides se déplacent en boucles fermées. Même l'eau ne peut sortir de l'intérieur de ces boucles. C'est pourquoi les tourbillons océaniques serrés jouent sur le rôle d'énormes conteneurs. L'eau qui s'y trouve peut être totalement différente de l'océan qui entoure un tourbillon. Et je ne parle pas seulement de sa température. La teneur en sel à l'intérieur et à l'extérieur d'un tourbillon est souvent différente. Sur la fine langue de terre de Courlande qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande, se trouve l'un des endroits les plus étranges de la planète. Les habitants de la région l'appellent la forêt dansante, car les pins de cette forêt ont des formes étonnamment inhabituelles. Ils se tordent en spirale et en cercle le long du sol. Il existe bien sûr des théories pour expliquer ce phénomène. Certains prétendent que d'énormes quantités d'énergie positive et négative se sont jadis affrontées à cet endroit. D'autres, plus terre à terre, pensent que la raison est géologique. Le sol sablonneux de la région est trop instable pour permettre aux arbres de pousser à la verticale. L'idée la plus répandue est que les vents forts soufflant de l'eau influencent la forme des arbres. Quoi qu'il en soit, les experts n'ont pas encore tiré de conclusion définitive. Regarde ces agroglyphes sous-marins. Ils ont été repérés pour la première fois en 1995, près de la côte sud du Japon. Les plongeurs locaux ont appelé ces structures de 2 mètres de large des cercles mystérieux. L'énigme est restée dans les esprits pendant près de 16 ans, jusqu'à ce que le coupable soit enfin démasqué. Imagine la surprise des chercheurs lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'un poisson-globe mâle. Le poisson a besoin d'un peu plus d'1 semaine pour construire un cercle, et l'esthétique est évidemment cruciale. Un mâle nage à l'intérieur du cercle, creusant des vallées dans le sable avec ses nageoires.
Mais ce n'est pas tout. Les poissons utilisent également des coquillages et des coraux pour décorer certaines parties de leur cercle. Toute cette activité de construction d'un cercle a également une utilité pratique. La façon dont le poisson mâle nage pousse le sable vers le centre du cercle et crée un monticule qui servira plus tard de nid. Le prochain mystère de notre liste se trouve dans les Caraïbes. Au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. C'est le Grand Trou Bleu. Il mesure environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, ce trou était une grotte. Mais la montée des eaux l'a rempli et il s'est effondré sur lui-même. Plus on descend dans les eaux cristallines du Grand Trou Bleu, plus il devient sombre. On y trouve des tonnes de grottes remplies de stalactites. Mais il est extrêmement dangereux d'y pénétrer, à moins de vouloir se perdre irrémédiablement. Une fois que tu auras atteint une profondeur de 15 mètres, tu remarqueras que l'eau est scintillante. C'est la ligne invisible qui sépare le sommet salé du gouffre de l'abîme d'eau douce. Il serait peut-être bon de faire demi-tour dès maintenant, car qui sait ce que tu pourrais trouver dans ces profondeurs obscures. Une vieille légende amazonienne parlait d'une rivière si chaude qu'elle bouillait. On pensait qu'il s'agissait d'une simple légende jusqu'à ce que le géoscientifique péruvien Andrés Russo se demande si cette rivière pouvait être réelle. Tous les experts ont réfuté cette possibilité. En effet, les rivières bouillantes chaudes existent bel et bien, mais uniquement dans les régions où se trouvent des volcans. Or, il n'y a pas de volcan dans la partie du pays mentionnée dans la légende. Mais Andrés Russo était trop déterminé pour abandonner. En 2011, il a enfin localisé la rivière des légendes. L'eau qu'elle contenait. T'es-tu déjà demandé pourquoi les montagnes semblèrent si calmes et silencieuses? Attends-toi à être surpris car ces majestueux reliefs ont quelques talents cachés. En effet, les montagnes peuvent s'avérer de véritables artistes. Elles ont leur propre chant et leur propre pas de danse. Qu'est-ce que cela signifie et comment tout cela fonctionne-t-il? Découvrons-le. Prépare-toi à une révélation qui te fera froid dans le dos. Le mont Everest possède une symphonie nocturne secrète. Et cette mystérieuse musique va te donner des frissons. Lorsque la nuit tombe sur l'Himalaya, un étrange et sinistre refrain résonne dans les glaciers qui entourent le majestueux sommet. Une équipe de chercheurs s'est donnée pour but de percer ce mystère. Menée par le glaciologue Evgeny Podolska, ils ont affronté les températures glaciales de l'Himalaya népalais. Leur objectif ? Découvrir la source de ces sons qui nous font se dresser les cheveux sur la tête. L'équipe a été émerveillée par la taille et la beauté époustouflante du mont Everest. Pendant la journée, le temps était clément et ils pouvaient alors travailler à l'aise. Cependant, la nuit venue, il faisait extrêmement froid, avec des températures frôlant les moins 20 degrés Celsius. C'est à ce moment-là que quelque chose d'intéressant s'est produit. La glace de la montagne a commencé à se rompre, produisant de puissantes détonations qui se sont répercutées à travers la vallée. Pour élucider ce mystère, l'équipe a eu recours à une technologie de pointe généralement utilisée pour mesurer les tremblements de terre. Elle a placé des capteurs à la surface du glacier et a enregistré les vibrations qu'il produisait. Elle s'est également penchée sur les informations relatives à la température et au vent. En comparant toutes ces données, les chercheurs ont fait une découverte aussi fascinante que primordiale. La raison derrière ces symphonies glacées? La baisse soudaine des températures? La surface gelée du glacier est très sensible à ces changements, ce qui l'amène à se fissurer et à se briser dans un concert de grands booms. Cette découverte a aidé les scientifiques à comprendre le comportement des glaciers dans un monde où le changement climatique est de plus en plus marqué. Et cette entreprise est d'autant plus importante qu'elle fournit aux scientifiques qui étudient les glaciers et le climat dans des régions lointaines comme l'Himalaya des informations très précieuses. La fonte des glaciers dans cette région est extrêmement rapide, et c'est un gros problème. Il s'agit d'une menace sérieuse pour l'Asie du Sud, et des recherches récentes montrent que les glaciers ont fondu 10 fois plus vite au cours des 40 dernières années qu'au cours des 7 siècles précédents. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les montagnes peuvent émettre des bruits étranges. D'autres peuvent également chanter leurs propres chansons. C'est par exemple le cas du mont Cervin. Devine quoi? Tout ce qui nous entoure possède son rythme propre. Les objets vibrent à certaines fréquences en raison de leur forme et de leur composition. Tu as probablement déjà vu des diapasons et des verres à vin. Lorsqu'ils sont frappés à la bonne fréquence, ils commencent à vibrer et à émettre des sons. Mais voici quelque chose de fantastique. Même les montagnes possèdent leur propre groove et vibrent à leur manière.
Jeffrey Moore et son équipe de scientifiques aventureux ont voulu savoir si les montagnes pouvaient swinguer sur leur propre musique, tout comme les ponts et les grands bâtiments. Ils ont pensé que la forme particulière des montagnes pouvait les faire vibrer à certaines fréquences. C'est ce que l'on appelle la résonance. Mais éprouver cette théorie n'aura pas été chose simple. Contrairement aux bâtiments que les ingénieurs peuvent ébranler ou aux ponts sur lesquels les véhicules se déplacent, les montagnes sont immenses et rigides. Il est difficile de les faire bouger exprès. Refusant de baisser les bras, Moore et son équipe se sont lancés dans un projet d'envergure. Ils voulaient étudier comment les secousses sismiques affectèrent le célèbre mont Cervin. Cette montagne impressionnante se situe à la frontière de l'Italie et de la Suisse. Elle ressemble à une pyramide et est proprement immense, avec son altitude d'environ 4400 mètres. Ces 4 faces sont orientées vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. À l'aide d'hélicoptères, les scientifiques ont placé des appareils spéciaux, appelés sismomètres, à des endroits précis de la montagne. L'un d'entre eux a été placé au sommet et fonctionne à l'énergie solaire. Il est aussi petit qu'une tasse à café. Un autre sismomètre a été logé sous le plancher d'une coquette petite cabane de montagne. Et un troisième a été placé dans les contreforts de ce relief afin de comparer les mesures. Ensemble, ils constituaient un réseau de minuscules informateurs qui enregistraient en permanence les mouvements de la montagne. Et ils ont finalement détecté un mouvement. Même si les vacillements de la montagne sont incroyablement faibles, les chercheurs ont découvert que le mont Cervin oscillait doucement d'avant en arrière toutes les 2 secondes environ. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que le sommet de la montagne bouge jusqu'à 14 fois plus que sa base. La tour Eiffel fait un peu la même chose. Cette gigantesque structure de fer gère les jours de grand vent comme une pro, et lorsqu'une tempête éclate, elle n'a pas peur de montrer ses talents de balancier. C'est comme si la tour criait aux éléments « Allez, ramenez-vous !» Mais la cause du mouvement des montagnes n'est pas seulement le vent, comme on pourrait le croire. Alors, pourquoi les montagnes font-elles cela? Pourquoi se balancent-elles et émettent-elles de pareils grondements? Est-ce qu'il y a une fête à laquelle nous ne sommes pas conviés? Eh bien, tout cela est dû à ce que l'on appelle l'énergie sismique. Lorsque des tremblements de terre se produisent dans différentes parties du monde, leur énergie se propage à travers le globe et fait vibrer les montagnes. Les océans se joignent également à ce concert tellurique. Lorsque les vagues se déplacent sur le fond de l'océan, elles créent des vibrations que l'on appelle microséismes. C'est comme le battement du cœur de la Terre, ressenti dans le monde entier. Et devine quoi d'autre? La fréquence de ces vibrations correspond à la façon dont le Cervin oscille. C'est comme si la montagne et les océans vibraient à l'unisson. Alors, la prochaine fois tu verras une montagne, rappelle-toi qu'elle n'est pas simplement immobile, mais qu'elle fait partie d'une symphonie mondiale créée par la Terre elle-même. Ces recherches nous aident aussi à comprendre comment les tremblements de terre peuvent affecter les montagnes escarpées qui sont sujettes aux glissements de terrain et aux avalanches. Elles nous donnent également une nouvelle façon d'apprécier des montagnes comme le mont Cervin. Elles ont leur propre chant secret, se balançant au diapason d'une mystérieuse mélodie venue du plus profond de la terre. Mais il existe une autre chose très intéressante à propos des montagnes. Elles ne se contentent pas de parler elles-mêmes. Elles peuvent aussi influencer notre propre façon de parler. Après avoir étudié 567 langues, les linguistes ont découvert que 92 d'entre elles utilisaient un type de phonème particulier appelé consonne éjective. Ces sons sont produits en poussant l'air avec force à l'arrière de la gorge. Cela crée des éclats de voix, qui confèrent à ces langues leur caractère distinctif. Les scientifiques ont été très surpris par ce lien. Ces sons, comme le K, fort prononcé dans K, ne sont pas courants dans les langues anglaises ou européennes. Mais certaines langues indigènes d'Amérique du Nord et des régions situées entre la mer Noire et la mer Caspienne les possèdent. Ce qui est encore plus curieux, c'est que les langues tibétaines, parlées dans les montagnes, n'utilisent pas de consonnes éjectives. Les linguistes sont curieux de percer ce mystère et d'en savoir plus sur le lien entre les montagnes et les dialectes. Pourquoi certaines langues parlées dans les montagnes ont-elles des sons particuliers? C'est un peu un mystère, mais les chercheurs ont quelques idées intéressantes. L'une d'elles est que ces sons pourraient aider les gens à éviter que leur gorge ne s'assèche lorsqu'ils parlent dans l'air sec des montagnes. Une autre idée est que la pression atmosphérique plus faible en altitude facilite l'émission de ces sons. Mais les scientifiques n'ont pas encore élucidé la véritable raison de ce phénomène. Certains experts ne sont pas entièrement convaincus par cette explication.
Selon eux, si la géographie peut influencer le langage, il existe d'autres raisons pour lesquelles les langues se ressemblent, comme l'emprunt de mots à des langues voisines ou la proximité. Ces recherches nous ont néanmoins permis d'acquérir des connaissances étonnantes. Les montagnes ne façonnent pas seulement l'apparence de notre monde, mais aussi notre façon de parler. Ainsi, la prochaine... Imagine que tu aies décidé de faire un road trip à l'ancienne. Et par là, je veux dire que tu as décidé de le faire sans l'aide d'aucune technologie. Tu te rends donc à la supérette la plus proche et tu achètes une carte de chaque contrée que tu prévois de traverser. Tu les attaches sur le siège passager juste à côté de toi et tu pars à l'aventure. Au cours de ta première semaine, tu arrives dans l'état de New York. Tu fais coucou à Lady Liberty, tu ingurgites une part de pizza et tu te diriges vers le nord de l'état, dans la région des Catskills. Tu remarques que tu n'as plus d'essence et tu décides de t'arrêter dans le bled le plus proche pour refaire le plein. Tu consultes ta carte et il apparaît que l'endroit le moins éloigné est un petit village du nom d'Agloé, juste à la prochaine intersection. Tu conduis quelques minutes et tu passes devant un panneau qui dit « Bienvenue à Agloé ». Foyer célèbre, Agloé General Store. Ce doit être là, te dis-tu. Mais la ville est étrangement vide. Tu ne trouves pas là de magasin, pas plus que la station-service que tu cherchais. Il n'y a pas de maison. Tu commences à penser qu'il y a peut-être une erreur. Agloé ne semble pas exister. Cette histoire peut sembler farfelue, mais elle aurait pu arriver à toute personne de passage à New York il y a quelques années. En fait, la soi-disant ville d'Agloé est ce que l'on appelle une commune fantôme, ou une ville de papier. Il en existe plusieurs dans le monde, mais Agloé est peut-être la plus célèbre. Les villes de papier sont en fait de fausses villes, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas vraiment. Elles sont semblables à des œufs de Pâques, disséminés par les cartographes en guise de pièges à droit d'auteur. Les cartes sont difficiles à réaliser. Pour créer une carte à partir de rien, il faut faire des années de travail sur le terrain, ou analyser inlassablement des photos satellites. C'est pourquoi le plagiat a toujours été assez répandu dans le monde des cartographes. Il est assez facile de redessiner les mêmes caractéristiques géographiques d'une carte originale sur un nouveau document. Et il n'est pas évident de se faire prendre. Après tout, les gens dessinent exactement la même planète. C'est pourquoi les cartographes ont trouvé un moyen d'attraper les personnes qui pompaient leur travail. Certains cartographes peuvent par exemple y inclure une montagne plus grande qu'elle ne l'est vraiment. D'autres peuvent ajouter un léger virage sur une route, là où il n'y en a pas en réalité. Par exemple, au début des années 1970, un faux pic montagneux est apparu sur certaines cartes du comté de Boulder. L'ajout de ce pic, précédemment inconnu, répondant au nom de Mount Richard sur les cartes locales, a commencé à dérouter les grimpeurs du Colorado à l'époque. Il s'est avéré que le mont Richard était l'un de ces pièges à droit d'auteur, placé là par un cartographe local du nom de Richard Kiachi. Disons simplement qu'il a pu décider de se rendre hommage à lui-même avec ce petit bonus. Toutefois, ajouter carrément une ville de papier est peut-être l'une des solutions les plus extrêmes, et une astuce que les cartographes espèrent voir passer inaperçue. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe le plus souvent, ce qui nous ramène à l'histoire d'Agloé. Les cartographes Ernest Alpers et Otto Lindbergh de la General Drafting Corporation, ou CDG, faisaient partie des plus grands éditeurs des cartes des années 1930. À l'époque, l'entreprise avait été chargée de créer une carte de l'État de New York. C'est à ce moment-là que les deux hommes ont eu une idée. Afin d'éviter toute violation des droits d'auteur, ils créeraient une commune fantôme en combinant ensemble des parties de leur nom. Ils ont trouvé le nom étrange d'Agloé et ont ajouté la fausse ville le long de la route 206, près du réservoir d'eau de Catskill, dans le nord de l'État. La zone était censée n'être en réalité qu'un chemin de terre. Des années plus tard, Rand McNally, une autre société d'impression cartographique, a produit une carte de New York, qui incluait la ville d'Agloé à l'endroit même où la CDG l'avait initialement placée. Lindbergh était convaincu qu'il y avait là de quoi poursuivre son concurrent pour violation des droits d'auteur, mais l'histoire n'avait pas fini de se compliquer. Les deux entreprises sont allées régler l'affaire au tribunal, mais il s'est avéré que McNally avait une version légitime d'ajouter Agloé à sa propre version de la carte de l'État de New York. Pour fabriquer ces cartes, la compagnie McNally a procédé à une recherche approfondie sur les biens immobiliers et les établissements situés dans chaque ville existante. Et il s'est avéré qu'Agloé n'était pas exactement une ville fantôme quand ils ont dessiné la leur. Les archives ont montré que la ville abritait bien un établissement appelé l'Agloé General Store. Bien sûr, c'était le seul bâtiment de la ville, mais cela a suffi aux cartographes pour croire qu'une telle ville existait vraiment. Ils ont ajouté Agloé à leur carte, comme ils auraient ajouté n'importe quelle autre ville disposant de bâtiments tangibles. Et il semble qu'il n'ait enfreint aucun droit d'auteur si cette commune, autrefois fantôme, avait quelque sorte pris vie.
Le rebondissement de l'histoire est qu'Alpers et Lindbergh de la CDG n'auraient jamais pu prévoir que quelqu'un déciderait un jour d'occuper une ville imaginaire. Mais c'est pourtant arrivé. Un jour, quelqu'un a acheté une carte dans une station-service de la région, sur laquelle figurait Agloé. Ce type désirait ouvrir un magasin à peu près là où la ville était censée exister. Alors, il a décidé de renommer son magasin d'après l'emplacement de la ville où il se trouvait. Il s'en est remis à l'exactitude de la carte qu'il avait achetée et baptisé son commerce « Magasin Général d'Agloé ». Après tout, pourquoi trouverait-on une ville imaginaire sur une carte officielle, n'est-ce pas? Ce magasin général n'a pas subsisté bien longtemps, juste assez pour faire de cette histoire un véritable imbroglio. Le bon côté des choses, c'est que cette histoire a fait d'Agloé une commune fictive renommée. Elle est devenue un lieu touristique, attirant des gens venant de tous les États-Unis pour prendre une photo du panneau de bienvenue de la ville. Maintenant, comme nous l'avons déjà dit, les villes de papier sont nombreuses de par le monde. Et à travers les âges également. Un documentaire de la BBC de 2005 a révélé que la seule ville de Londres comptait plus de 100 minuscules fausses rues, ou rues de papier, dans son agglomération. Par exemple, la prétendue Moat Lane est censée être une rue sinueuse de Finchley, au nord de Londres. Mais si tu décides un jour d'aller la visiter, tu ne trouveras rien d'autre que des arbres et des jardins. Et que dire d'Argelton, une ville du nord de l'Angleterre, ou plus exactement, un champ complètement vide dans le nord de l'Angleterre. Argelton a existé pendant un certain temps sur Google Maps. Il y avait des listes d'hôtels et des appartements à louer dans cette ville. Seulement, ils ne se trouvaient pas vraiment à Argelton, mais plutôt dans des communes voisines. On pense que Google Maps a importé ces fausses rues dans sa base de données, car ils ont utilisé des atlas renommés et protégés par des droits d'auteur en guise de source. Mais lorsque la vérité sur ces rues de papier a éclaté, la compagnie les a ensuite supprimées une à une. Si nous remontons le temps de quelques centaines d'années, nous trouverons une autre histoire mystérieuse impliquant une possible colonie fantôme. Il ne s'agit pourtant pas d'une petite ville à carrefour quelconque, mais plutôt d'une île entière. On a longtemps supposé que l'île de Bermeja était un îlot minuscule, quoique habité. Elle est apparue sur de nombreuses cartes du XVIe et XVIIe siècle et était un repère pour les explorateurs espagnols. Son emplacement variait légèrement d'une carte à l'autre et son nom s'orthographiait parfois sous la forme de Vermeja, mais son existence semblait alors assez certaine. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'île a complètement cessé d'être représentée sur les cartes. Sa dernière apparition remonte à une édition de 1921 d'un atlas mexicain. Puis, pouf, elle s'est complètement évanouie. Le cas de l'île disparue du Mexique a soulevé de nombreuses questions. Avait-elle coulé? Avait-elle été détruite? Les gens la cherchent-ils simplement au mauvais endroit? 3 enquêtes officielles ont eu lieu en 2009 pour localiser l'île. Elles ont employé des technologies haut de gamme, quadrillant les océans et les fonds marins du Mexique. Et pourtant, Bermeja est resté introuvable. On ne peut s'empêcher de se demander si l'île a jamais existé. Tout comme les cartographes modernes, les cartographes des XVIe et XVIIe siècles avaient leur propre façon de tromper les utilisateurs. Au lieu de pièges à droit d'auteur, ces fausses cités, ou ces fausses îles, servaient à tromper et à confondre les ennemis et les voyageurs indésirables. Comme beaucoup de temps s'est écoulé, il est difficile de déterminer aujourd'hui si Bermeja n'était rien d'autre qu'un village fantôme. Elle a cessé d'être représentée sur les cartes, mais cette affaire mystérieuse laisse encore les gens perplexes. La Terre a 3 couches principales. La première est un noyau en 2 parties, qui sont le noyau interne dense et chaud et le noyau externe fondu. Vient ensuite le manteau. Et enfin, la 3e couche est la fine croûte, la surface qui supporte la vie telle que nous la connaissons. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent, car les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle couche mystérieuse située au plus profond du noyau interne solide. Le noyau interne de la Terre fait environ 2/3 de la taille de la Lune et est composé de nickel et de fer solide. Il est brûlant. La température au centre de notre planète est la même qu'à la surface du Soleil. Le noyau externe peut atteindre une température de près de 5500 degrés Celsius. Il est difficile de l'explorer car nous ne pouvons pas nous y rendre. Et c'est un peu comme regarder à travers une fenêtre vraiment sale de 5000 km de métal et de roches en fusion. Mais nous pouvons compter sur des expériences de laboratoire effectuées sur des roches pressurisées chauffées, sur les signaux des ondes sismiques et sur des modèles informatiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il envoie des ondes de choc sismique. Ces ondes traversent les couches à une vitesse différente selon la direction qu'elles prennent et le matériau qu'elles traversent. Dans la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a collecté un ensemble de données provenant de 100 000 séismes profonds.
Certains d'entre eux se sont produits à plus de 100 km sous la surface. Lorsqu'un tremblement de terre se produit d'un côté de notre planète, les scientifiques suivent ces ondes tout le long jusqu'à l'autre côté. Les ondes changent lorsqu'elles arrivent de l'autre bord, et les scientifiques essaient d'identifier les matériaux que ces ondes ont traversés. Ils ont découvert une nouvelle couche dans le noyau de notre planète grâce au tremblement de terre. Normalement, les ondes de choc se déplacent le long de l'équateur, mais à l'intérieur de la Terre, elles s'écartent et vont dans des directions différentes, environ 60 degrés sur le côté. Lorsque les ondes traversent le noyau interne en allant du nord au sud, elles voyagent plus rapidement que les ondes qui traversent le noyau parallèlement à l'équateur. Il est important de comprendre le noyau, car il crée notre champ magnétique qui, à son tour, protège la planète d'éléments comme les vents solaires, qui sont des particules chargées provenant du Soleil. Dans les années 60, nous avons découvert que la Terre pulsait toutes les 26 secondes. C'est comme un mécanisme d'horlogerie, un battement de cœur géant. Le sol tremble légèrement, mais nous ne le sentons généralement pas. Les chercheurs peuvent toutefois enregistrer ce tremblement. Certains d'entre eux pensent que le plateau continental se présente comme un énorme déferlement de vagues sous les océans. Par exemple, la partie la plus haute du continent nord-américain tombe dans une profonde plaine abyssale. Une théorie stipule que les vagues frappent cet endroit en produisant des impulsions régulières. C'est comme si tu avais toutes sortes de tambours, que tu les frappais avec tes mains et que tu frappais accidentellement l'endroit précis qui produit le bang harmonique pour faire trembler notre planète entière. Si cette théorie est vraie, nous avons de la chance qu'il n'y ait pas d'autre point comme celui-ci qui puisse faire trembler la Terre. D'autres scientifiques pensent que la pulsation se produit parce qu'il y a un volcan près du point critique, l'île de Sao Tomé, dans la baie de Bonny. Tu marches, tu cours, tu sautes, mais quand tu t'arrêtes, tu as toujours l'impression d'être immobile. En réalité, tu es en mouvement même lorsque tu es parfaitement immobile, car notre planète est toujours en mouvement. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux tourner dans l'univers à plus de 1600 km/h. C'est au niveau de l'équateur que tu atteindras la plus grande vitesse. Fais tourner un ballon de basket sur ton doigt et regarde l'équateur du ballon. Un point aléatoire sur celui-ci a plus de distance à parcourir en une seule rotation que n'importe quel point plus près de ton doigt. Cela signifie que le point sur l'équateur se déplace plus rapidement. La Terre est une planète qui se recycle en permanence. Le sol sur lequel nous marchons est recyclé. Le cycle des roches de notre planète transforme les roches d'un type en un autre. C'est un cycle qui se produit sans cesse. Les profondeurs de notre planète sont remplies de magma. Lorsque le magma sort à la surface, il durcit pour devenir de la roche. Les processus tectoniques, comme l'activité volcanique, les tremblements de terre, la formation de montagnes et tous les autres processus qui façonnent la surface de notre planète, apportent cette roche à la surface de la Terre. Lorsque la roche est à la surface, l'érosion la façonne et rase ses morceaux. Ces petites particules sont ensuite déposées. Toute la pression venant d'en haut compacte les particules pour former des roches sédimentaires, comme le grès par exemple. Les roches sédimentaires peuvent aussi se retrouver de plus en plus profondément sous la surface de la Terre. Comme il y a beaucoup de chaleur et de pression, elles sont cuites et deviennent des roches métamorphiques. Elles peuvent remonter à la surface une fois de plus, ou même finir par être de nouveau érodées. Parfois, les plaques de la croûte terrestre se poussent les unes sous les autres, et ainsi, les roches peuvent se retrouver en magma une fois de plus. Nous n'avons exploré que 5% de l'océan jusqu'à présent. L'océan lui-même, ainsi que la vie sous le plancher océanique, sont encore un mystère. Les sédiments qui se trouvent sous nos océans abritent différents micro-organismes qui existent même à des profondeurs de 2,5 km sous le plancher océanique. Il y a là des microbes cachés dans les profondeurs des roches volcaniques au large des régions du Pacifique, sous 265 mètres de sédiments. La biosphère sous le plancher océanique se développe extrêmement lentement par rapport à la vie à la surface. La division cellulaire ne s'y produit que tous les 10 à 1000 ans. Quelque chose est différent concernant l'axe de la Terre. Les changements climatiques et la fonte des glaciers, principalement dans des régions comme l'Himalaya et l'Alaska, ont fait bouger cet axe. Notre planète a deux sortes de pôles. Les premiers sont les pôles magnétiques sud et nord. Ils affectent des éléments comme la dérive et la navigation. L'axe autour duquel la Terre tourne est un autre type de pôle. Il s'est un peu déplacé au fil du temps, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Les chercheurs ont réalisé que des masses d'eau en mouvement poussent l'axe de la Terre vers l'est. Prends l'exemple d'une bassine d'eau. Si tu la fais bouger d'avant en arrière, les remous font que l'eau déplace son poids tout autour. Un processus similaire se produit à l'échelle planétaire.
Quelle que soit l'ampleur d'un tremblement de terre, aucun humain ne pourra jamais sentir un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre, bien que certaines personnes prétendent le contraire. En 2013, il y en a eu un près des îles Kuriles d'une magnitude de 8,5. Il a atteint une profondeur d'environ 650 km. Il était si fort que des personnes en Australie ont déclaré qu'elles avaient pu sentir le sol trembler. Le plus fort tremblement de terre s'est produit au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,5. La zone de rupture s'est étendue de 500 km à près de 1000 km le long de la côte du pays. Les tremblements de terre d'une magnitude de 10 ou plus ne peuvent pas se produire. La magnitude dépend de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est important. Une faille est une cassure dans une partie de la croûte terrestre. Il y a des roches des deux côtés et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Nous n'avons pas trouvé de faille suffisamment longue pour générer des séismes d'une magnitude de 10 ou plus. Si cela se produisait, la faille s'étendrait autour de la majeure partie de notre planète. Un tremblement de terre d'une magnitude de 12 nécessiterait une faille plus grande que notre planète. Un côté de notre planète devient plus froid que l'autre. La Terre possède un système qui la maintient au chaud de l'intérieur, un liquide rouge et chaud situé profondément sous la surface. Il tourne et en même temps génère un champ magnétique et une gravité. De cette façon, le noyau de la Terre maintient l'atmosphère au plus près de la surface de la planète. La Terre absorbe aussi la chaleur du Soleil, principalement à la surface. La chaleur ne se répand pas de manière uniforme sur toutes les parties de la Terre. Un côté de la planète, l'hémisphère pacifique, perd de la chaleur plus rapidement que l'autre, l'hémisphère africain. Cela se produit parce que les terres retiennent plus de chaleur que la surface sous l'océan. Le plancher océanique est beaucoup plus fin que la masse terrestre. De plus, la température causée par la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre diminue à cause des énormes quantités d'eau froide au-dessus. Les nuages ne sont pas seulement des morceaux de coton lointains et duveteux. Ils pèsent plus de 500 tonnes et aident à réguler la température de notre planète. Si tu prenais toutes les gouttelettes d'eau des nuages et que tu les déversais à la surface de la Terre, tu pourrais recouvrir la planète d'une couche liquide aussi fine qu'un cheveu humain. Cela ne semble pas beaucoup, mais cette eau est d'une importance cruciale pour le climat. Nous aurions des températures plus chaudes si les nuages n'existaient pas. Nous volons devant les planètes de notre système solaire. Nous passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis nous traversons les ténèbres de l'espace au-delà des limites de notre monde. Nous avons atteint notre destination. Voici le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant notre système solaire et qui compte une multitude d'astéroïdes et de blocs de glace. C'est probablement ici que la plus grande comète de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Et maintenant, elle se dirige vers le Soleil. Bernardinelli Bernstein a été découverte tout à fait par hasard pendant une enquête sur l'énergie noire, dite Dark Energy Survey. Nos télescopes étaient pointés vers les régions les plus reculées de l'espace. Leur objectif principal était de mieux connaître le processus d'expansion de l'univers. Les astronomes souhaitaient également dresser une carte plus détaillée de l'univers observable. Les scientifiques ont analysé plus de 80 000 images et ont trouvé un objet en mouvement. Il était dangereusement proche de notre planète. Et sa taille de 100 km était impressionnante. C'est à peu près la largeur du lac Michigan. C'était une comète déjà active avec une longue queue. Généralement, la queue des comètes se forme à l'approche du Soleil. La chaleur de l'étoile réchauffe la surface de la comète et les matériaux légers comme la glace commencent à s'évaporer. Cela forme un nuage de vapeur et de poussière qui s'étend bien au-delà de la comète. Mais Bernardinelli Bernstein était trop éloigné du Soleil pour commencer à se réchauffer. Cela signifie que sa surface a une composition différente. Elle pourrait être composée de monoxyde de carbone solide, ce qui augmenterait sa luminosité. C'est probablement la raison pour laquelle on est en mesure de l'observer depuis la Terre avec nos télescopes. Nous pouvons comparer Bernardinelli Bernstein à la plus grande météorite qui soit jamais tombée sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a été frappée par une météorite d'environ 10 km de large. L'onde de choc provoquée par cette collision a fait plusieurs fois le tour de la Terre, engendrant des tsunamis plus impressionnants que les plus grands des gratte-ciel. Et l'énergie de l'explosion a mis le feu à de vastes régions. Presque toutes les créatures vivantes, y compris les dinosaures et les plus anciens poissons, ont disparu.
La météorite a laissé derrière elle un cratère 3 fois plus grand que Manhattan. L'endroit où elle est tombée était riche en soufre. Cette substance s'est évaporée en raison de la chaleur anormale et s'est concentrée en d'énormes nuages, entraînant des pluies acides pendant plusieurs semaines. La comète que nous venons de découvrir est 10 fois plus grosse. Si elle se dirigeait vers la Terre, tu pourrais la voir à l'œil nu bien avant son impact. Elle ressemblerait à une étoile avançant dans le ciel nocturne. Quelques jours avant que la comète n'atteigne notre planète, tu la verrais même en plein jour. Tu pourrais aussi facilement distinguer sa longue queue. En pénétrant dans notre atmosphère, la comète produirait un grondement si puissant qu'on l'entendrait même de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, la comète commencerait à chauffer en raison de la friction de l'air. Elle commencerait à brûler, d'innombrables débris se détacheraient du corps principal de la météorite et tomberaient sur la Terre. Au moment où Bernardinelli Bernstein toucherait la surface de la planète, on verrait un éclair si lumineux qu'il éclipserait le Soleil. En une fraction de seconde, une quantité colossale d'énergie serait convertie en chaleur. Cela créerait l'explosion la plus puissante de l'histoire de la Terre. Elle arracherait littéralement des morceaux de la planète et les projetterait dans les airs. L'onde de choc réduirait en cendres tout ce qui se trouverait dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Elle continuerait à se propager dans différentes directions, brisant et pliant les arbres. Ensuite, elle atteindrait les montagnes enneigées et déclencherait d'énormes avalanches qui recouvriraient de nombreux villages. L'onde de choc ferait le tour de la planète, faisant éclater les vitres sur tous les continents. Les tsunamis seraient si hauts qu'ils dévasteraient des villes côtières entièrement. Le tremblement de terre le plus violent de l'histoire briserait le sol en créant de profondes fissures. Après l'impact, des milliards de tonnes de poussière et de cendres s'élèveraient dans le ciel. Un gigantesque nuage noir bloquerait complètement les rayons du soleil. La Terre serait plongée dans l'obscurité. Tous les débris présents dans l'air commenceraient à fondre, se transformant en une lave liquide qui retomberait à la surface, causant des dégâts considérables. Les cendres et la poussière en suspension masqueraient le soleil pendant plusieurs mois encore. En conséquence, la température sur Terre chuterait de plusieurs degrés. Même s'ils parvenaient à se réfugier dans de profonds abris et bunkers, les gens, ainsi que tous les autres organismes vivants de la planète, auraient peu de chances de survivre à cet événement. Heureusement, Bernardinelli Bernstein ne risque pas de s'approcher de la Terre de sitôt. Pour l'instant, la comète se trouve à environ 20 unités astronomiques du Soleil. Cela représente 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que la comète va bientôt croiser l'orbite d'Uranus. En 2031, elle sera à 11 unités astronomiques de notre étoile. C'est juste à l'extérieur de l'orbite de Saturne. À ce moment, Bernardinelli Bernstein sera au plus proche du Soleil. Puis elle retournera vers les confins du système solaire. Mais la comète ne manquera pas de revenir. Elle s'éloignera du Soleil et ralentira jusqu'à ce que la gravité de l'étoile la tire en arrière. Ensuite, elle fera un autre tour autour de notre système solaire, mais cela prendra environ 3 millions d'années. Pour l'instant, ce sont d'autres météorites dont nous devons nous préoccuper. Par exemple, 3200 Phaéton. Elle croise les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure. Puis elle fait le tour du Soleil et revient. Ce cycle dure environ 523 jours. Une fois ce temps écoulé, elle recommence. Cette météorite est considérée comme potentiellement dangereuse car elle traverse l'orbite de la Terre à seulement 7,5 distance Terre-Lune. Pendant l'une de ses dernières visites, ce bloc de roche de 6 km de large a arrosé notre planète de petits météores. Comme l'astéroïde passe souvent près du Soleil, sa surface ressemble probablement au fond asséché d'un marécage de boue. Elle est couverte d'écailles et de fissures. Lorsqu'elle passe devant la Terre, ces écailles se détachent et entraînent des pluies de météores. Mais le plus gros astéroïde potentiellement dangereux est 1999 JM8. Il a une taille équivalente à 77 terrains de football. Il passe devant la Terre à environ 9 distances Terre-Lune. Il s'approchera le plus près de notre planète en août 2137. Si une telle météorite venait à percuter la Terre, un continent entier pourrait être anéanti. Le reste du monde serait dévasté par d'immenses tsunamis, mais survivrait à l'événement. Alors naturellement, les scientifiques réfléchissent aux moyens de prévenir une telle catastrophe. La première solution est une gigantesque explosion contrôlée. Selon l'une des lois de la physique, si l'on applique une force dans une direction, elle provoquera une réaction dans la direction opposée. Donc si nous repérons un astéroïde sur le point d'entrer en collision avec la Terre, ce que nous devons faire, c'est envoyer une fusée vers lui.
De cette façon, nous produirons une explosion contrôlée, pas à l'intérieur, mais juste au-dessus de sa surface. L'explosion sera dirigée vers le haut et l'astéroïde se déplacera vers le bas. Ce minuscule décalage sera suffisant pour modifier sa trajectoire et il passera devant la Terre sans la toucher. Une autre solution consiste à envoyer un objet lourd, comme un vaisseau spatial, vers l'astéroïde. Les objets lourds possèdent leur propre gravité. Le vaisseau spatial devra donc voler tout près de la météorite qui l'attirera vers sa surface. Mais les moteurs du vaisseau spatial résisteront. Il commencera à tirer l'astéroïde dans la direction opposée. Cela changera sa trajectoire et notre planète restera intacte. Nous pouvons aussi percuter l'astéroïde avec le vaisseau spatial. Et paf! Nous pourrions également construire une station spatiale comme l'ISS. Elle serait équipée de tout un tas d'énormes loupes. Nous enverrions la station au plus près du Soleil et nous commencerions à chercher des astéroïdes potentiellement dangereux. Puis nous orienterions toutes les lentilles de façon à ce que les rayons du Soleil soient concentrés sur l'immense rocher. La chaleur commencerait à vaporiser la matière à la surface de l'astéroïde. C'est là que la physique entrerait à nouveau en jeu. La matière s'évaporerait vers le haut et l'astéroïde se déplacerait vers le bas. On pourrait aussi envelopper l'astéroïde dans un film réfléchissant, quelque chose comme du papier d'aluminium. Habituellement, les corps spatiaux absorbent la plupart des rayons du Soleil. Mais si l'astéroïde était recouvert de papier d'aluminium, les rayons se réfléchiraient sur sa surface. Cela créerait une faible force de poussée et ce serait suffisant pour éviter la collision. Et bien sûr, nous pourrions fixer des moteurs de fusée sur l'astéroïde. De cette façon, tu as conduit toute la nuit pendant des heures. Tu n'as pas eu l'occasion de dormir, donc ton esprit est un peu embrumé. Tu arrêtes la voiture et sors pour te dégourdir les jambes. Tu lèves les yeux au ciel et tu vois un magnifique lever de soleil. Seulement, attends, il n'y a pas un, mais 3 soleils dans le ciel. Tu te frottes les yeux, mais non, il y a toujours 3 étoiles brillantes dans le ciel. Non, notre étoile n'a pas été divisée en 3. Elle n'a pas non plus été visitée par 2 autres étoiles. C'est ce qu'on appelle une parélie. Elle se produit surtout pendant les fortes gelées, lorsque de petits cristaux de glace présents dans le ciel déforment la lumière. Par conséquent, tu peux voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est aussi appelé un halo. Habituellement, il s'agit simplement d'un cercle autour du Soleil. Il est aussi possible d'observer un halo la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire et tu verras un cercle lumineux autour de lui. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. S'il y a beaucoup de glace dans l'air, la lumière est encore plus déformée. Tout comme dans une pièce avec une douzaine de miroirs. Alors le halo peut prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut aussi se produire. Alors que tu regardes l'horizon, l'aube commence et le bord du soleil apparaît. Encore un peu et... Attends, le soleil commence à se dissoudre dans le ciel. Après quelques instants, il fait de nouveau nuit. Et seulement 1 minute plus tard, le vrai soleil montre son visage. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu auparavant avec les 3 soleils. Seulement cette fois-ci, la lumière est courbée verticalement et non horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans les cristaux de glace que tu as aperçu. Un lever de soleil avec 3 étoiles à l'horizon peut être bien réel. Pas sur Terre, mais à 340 années-lumière de chez nous. Il existe un système stellaire au centre duquel se cache une étoile presque 2 fois plus grande que le Soleil. Et 2 petites étoiles sont en orbite autour de cette géante. De loin, elles ressemblent à des haltères. Ce monde étrange abrite aussi une planète. Là-bas, les couchers et levées de soleil se produisent donc avec 3 étoiles. Si tu amenais ta moitié sur le banc d'un parc pour admirer le coucher de soleil, ici, ce serait très romantique. Tu es maintenant chez toi en train de regarder des vidéos sur YouTube au son d'un orage. Soudain, tu entends le bruit d'une fenêtre qui se brise et toutes les lumières de la maison s'éteignent. Tu vois une traînée de lumière bleu vive sous la porte de la pièce voisine. Tu ouvres la porte et tu vois une sphère d'éclairs de la taille d'un ballon de basket. Elle reste immobile, envoyant de temps en temps de petits éclairs sur les côtés. Après quelques instants, la sphère s'envole vers la fenêtre par laquelle elle est arrivée. Tu viens d'assister à de la foudre en boule. Un tel phénomène a été observé dans différentes parties du monde et à chaque fois, il a effrayé les témoins. En 1753, un marin expérimenté est monté sur le pont d'un navire. Il a regardé dehors et a vu une grosse boule de feu bleue au-dessus de l'eau. Les marins voulaient faire demi-tour pour rattraper cet orbe mystique, mais il se déplaçait trop vite. Et avant qu'ils ne puissent changer de cap, la boule s'est envolée vers le haut à une vitesse incroyable.
Puis il y a une puissante explosion, de la force d'1 millier de canons, le souffle a brisé le haut du mât du navire et plusieurs marins ont été projetés en arrière par l'onde de choc. Au même instant, l'orbe a disparu, ne laissant derrière elle qu'une odeur inhabituelle de soufre. Un cas récent s'est produit en Europe de l'Est. Pendant un orage, une boule de foudre a volé dans la maison d'une femme. La femme est restée immobile et la boule bleue a volé juste au-dessus de sa tête. La foudre s'est ensuite déchargée dans les fils électriques à l'intérieur du mur et a disparu. Mais malgré les déclarations de témoins oculaires, la foudre en boule reste un phénomène non confirmé. Et même s'il existe dans la réalité, on ne sait pas expliquer comment il apparaît. Certains scientifiques ont même réussi à créer des boules de foudre en laboratoire. Mais ces sphères n'étaient pas stables et elles ne ressemblaient en rien à ce que les témoins oculaires ont décrit. Continuons. Ce nuage ressemble à un dinosaure, et celui-ci ressemble à un chat. Et celui-là, waouh, on dirait que ces nuages sont en train de tomber. Ah non, ce ne sont que des nuages de type Mammatus. Leur forme les fait ressembler à des morceaux de nuages sur le point de s'écraser sur le sol. Cela ne devrait pas arriver, mais tu ferais mieux de chercher un abri quand même. De tels nuages sont le signe de l'arrivée d'un orage violent. Il faut beaucoup d'air humide, avec des cristaux de glace en haut et de l'air sec en bas, pour créer de tels nuages. Ensuite, des courants d'air verticaux apparaissent entre ces couches, et ces courants font que les nuages prennent la forme d'un cerveau humain. Ce nuage géant ressemble à un dôme qui va recouvrir une ville entière. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Un énorme nuage recouvre une grande zone et y déverse ensuite une pluie abondante. Parfois, l'extrémité d'un tel nuage prend une forme bizarre, comme sur ces photos. Celui-ci ressemble plutôt à des spaghettis géants, ou même à des vers gigantesques. On peut souvent observer ce phénomène en Australie, et on l'appelle « Morning Glory ». Il se produit parce qu'un vent fort enroule des parties du nuage des deux côtés, et alors l'énorme pâte nuageuse se divise en bandes épaisses. Parfois, tu peux voir dans le ciel des nuages composés d'oiseaux. Waouh! Celui-ci se déplace rapidement et change de forme. Il devient plus transparent, puis plus dense et plus sombre à nouveau. Les oiseaux semblent participer à une sorte de danse, mais ils ne le font pas pour la beauté du spectacle ou pour les foules rassemblées en bas. Ils le font pour se protéger. Lorsque les oiseaux se regroupent en une telle nuée, ils intimident les oiseaux de proie. Un aigle ou un faucon aurait du mal à choisir une seule cible parmi le nombre infini d'oiseaux. Et ils se déplacent rapidement, se couvrant les uns les autres. Les poissons se serrent les uns contre les autres en banc de la même manière. Un tel nuage pourrait effrayer un prédateur affamé. Pour le phénomène inhabituel suivant, il faut regarder la Terre depuis le ciel la nuit. Dirigeons-nous vers le Turkménistan, il y a un grand désert ici, le Karakoum, et il y fait complètement noir. Sauf en un point. C'est un grand rond qui brille d'une lumière orange vif, le cratère de Darvaza. Et on dirait un brûleur à gaz géant. Il y a des années, des géologues ont trouvé du gaz ici, et ils ont commencé à l'exploiter. Mais lorsqu'ils ont creusé, ils sont tombés sur une cavité souterraine. La cavité s'est effondrée et a formé un cratère. Il est aussi large que la moitié d'un terrain de foot, et aussi profond qu'un immeuble de 5 étages. Du gaz a commencé à sortir des fissures du cratère, et comme les animaux paissaient souvent près de cet endroit, le gaz pouvait être dangereux pour eux. Les géologues ont alors décidé de mettre le feu à ces flux de gaz pour en épuiser la source. Une seule étincelle, et le cratère s'est empli de colonnes de feu de 10 mètres de haut. Les géologues pensaient que le feu s'éteindrait au bout d'un jour ou deux, mais si tu viens ici maintenant, tu verras que cette porte des enfers brûle toujours, et cela dure depuis presque 50 ans. En 2013, un homme est descendu au fond du cratère brûlant pour la première fois. Il a recueilli de nombreux échantillons et les scientifiques ont pu trouver des bactéries que l'on trouve nulle part ailleurs sur Terre. Elles sont tout à fait à l'aise au fond de cette poêle à frire éternelle. Un autre phénomène mystique peut être observé dans le désert, une cascade de sable. Lorsque le vent charrie beaucoup de sable au bord du canyon, il commence à tomber. Maintenant, amplifie cet effet 100 fois et tu obtiens une cascade de sable en Arabie Saoudite. Comme les chutes du Niagara, sauf qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Les habitants affirment que ce phénomène est le signe d'une tempête de sable imminente. Le dernier phénomène ne peut être vu qu'en hiver. Sur une rivière gelée, tu vois une pierre étrange qui sort de la glace. Mais quand tu t'approches, tu prends peur car tu réalises que ce n'est pas une pierre, mais le museau d'un crocodile. Mais ne t'inquiète pas, il ne peut pas sauter de sous la glace et te mordre. Et l'animal n'est pas en difficulté comme tu pourrais le penser.
Les crocodiles ne peuvent pas respirer sous l'eau et ils doivent constamment remonter à la surface pour respirer. Mais quand l'eau gèle, cela devient impossible. Les crocodiles sortent donc leur nez avant les fortes gelées et laissent la moitié de leur corps à la surface. Ils peuvent ainsi respirer en toute sécurité. De plus, la glace et l'air froid refroidissent les crocodiles et ralentissent leur métabolisme. C'est ainsi que ces reptiles peuvent survivre au froid